Arnaud Dubois et associé, ça c'était la dernière fois. Maintenant, t'es plus sous cette. T'es toujours Arnaud Dubois, mais toujours des associés, mais c'est plus le nom de ta boîte, c'est ça? Sur Mathis.club. Bonjour Mathieu Stéphanie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, Très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Toujours pareil, exactement. J'ai l'impression que je t'ai quitté hier presque, alors que quand même notre premier épisode date d'il y a quelques années. Hein. On devait être en 2000. Je l'ai pas sous les yeux, je vais regarder en même temps. Mais on parlait déjà du marché de l'art, évidemment. Hein. Je t'avais pas invité pour parler d'autres choses. Mais toi, depuis, tu as fondé Matisse. Tu vas nous expliquer exactement ce que c'est pour acheter des œuvres d'art quelque part un peu en fractionné. Hein. C'est un peu l'idée. C'est clairement en fractionné. Cette activité précédente, on conseillait des clients directement sur l'achat et la vente de leurs œuvres. Pour des clients qui achetaient des œuvres pour des raisons de collection, un petit peu d'investissement, et la grande difficulté qui était la nôtre, c'était notre capacité à agréger les fonds des clients. En gros, on était limité par les moyens individuels des clients qu'ils étaient capables d'allouer aux œuvres. Donc un client qui pouvait mettre 300 000 euros pouvait acheter une œuvre jusqu'à 300 000 euros, ou un corpus d'œuvres jusqu'à 300 000 euros. Il se trouve que le marché de l'art, mais on verra ça un petit peu plus tard dans sa granulométrie de marché, eh bien, il est plus sécurisant, plus liquide sur des montants en centaines de milliers, en millions d'euros, des Picasso, des Matisse, des Warhol. Et on était incapable de capter le marché à cet endroit-là. Et donc, l'agrégation des fonds, le financement participatif aura été la solution, mais ça a mis des années à réussir à accoucher de nos ambitions. C'est vraiment ce que je veux traiter aujourd'hui. On est sur donc, cette tendance de fond, hein, de fractionner des choses qui étaient inaccessibles. On le voit un peu dans le private equity, on le voit dans plein d'univers de la finance, y compris même potentiellement, on l'a vu dans l'immobilier, on le voit dans plein de choses. Je voudrais qu'on prenne aujourd'hui aussi avec toi, puisque tu connais bien ce marché, un peu de recul sur le marché de l'art en général. Parce que... J'ai déjà fait quelques épisodes, mais c'est comme sur les montres ou sur les voitures. En fait, il y a des hauts, des bas, il y a des marques. On parle de marques dans ces autres univers, mais là, j'ai des marques plutôt des peintres, des artistes qui montent, qui descendent. On avait évoqué un truc qui m'avait beaucoup plu et vraiment marqué sur ce premier épisode, qui était le fait de se dire, on avait parlé de Peter Halley, que tu adorais à l'époque notamment, mais tu m'avais expliqué un truc qui était de dire en gros que c'était assez générationnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, dans notre enfance, des pattes graphiques, du fluo, des choses comme ça, pour moi, années 80-90, nous ont marqué. Du coup, aujourd'hui, on a des trucs qui arrivent, et waouh, c'est ça qu'on veut. Et il y en a d'autres qui déclinent parce que c'était les générations d'avant, etc. etc. Alors, et je ne sais pas à quel point, et je voudrais y venir, mais c'est vrai, pas vrai, parce que finalement, il y en a quand même, tu parles des soulages, de certains... et on va expliquer un peu les types d'artistes, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi, qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas intéressés à l'art, mais qui pour moi sont plutôt quand même, paraissent un peu des générations d'avant, alors peut-être encore des gens plus riches. Je voudrais aborder un peu tout ça, je voudrais aborder les minimums, à partir de combien on peut... faire tout ça. Et je voudrais préciser un truc, je voudrais te remercier sur quelque chose qui est important pour moi, c'est que, en fait, toi, tu arrives à venir avec une vraie passion sur l'art, mais aussi une approche où je crois que vous avez un agrément AMF, tu me le raconteras. oui. Et qui est une approche aussi un peu décomplexée là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent oui, non, l'art, c'est pas ça, etc., etc. On en avait déjà un peu parlé sur le premier épisode, mais il n'empêche que même ces personnes, voire surtout ces personnes, ne dépensent pas 2 millions, 3 millions dans un tableau en se disant demain il risque je risque de le revendre à 200 000. Donc j'aime bien aussi un peu éclater un peu ces préjugés et qu'on puisse un peu parler honnêtement et franchement de tout ça. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Écoute, tu m'envoies beaucoup de choses. Je sais presque pas par où commencer. Est-ce que tu veux commencer par une question ou je rebondis? Tu peux rebondir. Moi, ce que je voudrais voir, c'est peut-être... tu avais une réaction à avoir sur le fait, notre enfance et le fait qu'on soit sensible à ce genre de choses. En fait, c'est la question de la maturité du marché, Ouais. en réalité. Je vais vous donner un exemple qui est très concret. Les grands artistes impressionnistes, donc on parle d'œuvres réalisées à partir de 1870. 1874, c'est la première exposition impressionniste qui se tient à Paris. Et les résultats de vente aux enchères, les œuvres qui sont vendues les plus chères au monde, on est en 1990. Ça a été acheté par les grands manias japonais, notamment les Américains qui ont acheté des Cézanne, des Renoir, des Degas, Donc, un des siècle Monet. Ouais, 100, 120 ans, etc. Donc là, on a une maturité de marché dans un monde qui n'est pas
institutionnalisé, dans un monde qui n'est pas, où le marché de l'art n'est pas digitalisé, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas et les marchés sont beaucoup plus matures, au même titre que les cycles économiques sont beaucoup plus rapides. Eh bien, on regarde les artistes du début du siècle, eh bien, pour certains d'entre eux, ils ont déjà un petit peu passé de mode. Alors, je mets des guillemets sur ce passé de mode parce que ça ne veut pas dire que les artistes sont moins importants, ça ne veut pas dire nécessairement que leur marché baisse, mais ça veut dire qu'on est sur des marchés qui sont asymptotiques. Ils ont connu des hausses et des croissances qui étaient très fortes durant leur vivant et un petit peu après leur vivant, mais après, ça a stagné. Les Ça artistes, peut stagner très haut. Je veux dire, ça peut je sais pas, stagner très haut. un Monet, c'est Oh peut-être. bah ça stagne à 100 millions, Ouais, ça c'est ça. stagne à 100 millions, mais aujourd'hui c'est difficile de les vendre à plus de 100 millions, Ouais. pour plein de raisons. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est qu'il n'y a plus d'œuvres sur le marché, les grandes pièces ont intégré les musées ou les Ouais. immenses collections qui ne veulent pas les revendre, et les mauvaises raisons, c'est qu'il n'y a plus d'œuvres sur le marché. Hmm. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que le goût des gens a évolué. Vivre aujourd'hui avec un visage poupon d'une jeune fille de 14 ans de Renoir est moins au goût du jour que vivre avec un tableau de Soulages ou un tableau de Warhol, où il y a quelque chose de plus impactant, ou d'une œuvre de Basquiat. Donc cette question de la maturité de marché, elle est fondamentale pour pouvoir anticiper la valeur future demain. J'ai une remarque là-dessus. Je pense que tu vas dire que j'ai raison, mais ce qui veut dire que la deuxième division de toutes ces personnes, je veux dire tous Oui, ceux qui oui, sont moins connus, oui. dont je ne pourrais pas te citer, de la même époque, Oui, vas-y. eux, ils sont passés potentiellement pour certains de 20, 30 millions, j'en sais rien, j'ai dit une connerie, mais quand les autres étaient à 100, à 0. Enfin, Alors, ils sont passés de 300 000 à 20 000 balles. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, il y en a qui se maintiennent, mais il faut vraiment rester en Les Ligue très des bons Champions. artistes, exactement. De toute façon, c'est toujours intéressant. Quand on achète un tableau, il faut un peu se poser la question de est-ce qu'il tiendra dans le temps. Moi, j'aime bien acheter des tableaux comme un fondateur de dynastie. Je me pose la question qu'est-ce qui vaudra, combien vaudra ce tableau demain, mais combien il vaudra dans 100 ans? Est-ce qu'on continuera de l'acheter et vendre? J'aime bien faire cette blague, mais je ne sais pas où l'action Tesla ou Google sera dans 10 ans. Par contre, je peux vous assurer avec mon sang que dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc pour revenir à la maturité de marché, les cycles sont beaucoup plus courts. Et il se trouve que les grands artistes des années 50, par exemple, qui ont été les placements chéris de nos parents, je pense à des artistes comme Hartung, comme Mathieu, etc., ou Atlan, qui sont des artistes qui ne sont pas des mauvais artistes. Encore une fois, c'est des artistes qui ont marqué, qui ont façonné l'histoire de l'art du XXe siècle. Il se trouve juste que c'est un goût qui aujourd'hui est un petit peu plus désuet, un petit peu plus suranné. Donc des gens qui sont plus jeunes, comme toi, eh bien, on va aller plutôt s'intéresser à une génération 60-80 parce que tu nais dans les années 70, parce que tu gagnes un petit peu d'argent dans les années 2000-2010 et qu'en réalité, tu t'intéresses à ce qui a fait ton enfance. Regarde le marché de la bande dessinée. De manière très concrète, nos parents lisaient Pilote, on a ça dans les malles, dans les maisons de vacances qu'on ouvre avec de la poussière, on retrouve avec ces vieux magazines avec Tintin à l'intérieur. Bon, il y a 40 ans, ça n'existait pas, ça ne valait rien. Aujourd'hui, une planche de Tintin peut coûter plusieurs millions d'euros. La bonne question, c'est jusqu'à où est-ce que ça va pousser? Quand on voit le transfert d'un joueur de foot à 200 millions de dollars, finalement, est-ce que un tableau à 100 millions, 150 millions, 200 millions de dollars, est-ce que c'est cher? Ce dont on observe, c'est que si les records du monde pour les tableaux de monnaie ont été aux alentours de 100 millions, aujourd'hui, on a des papiers de Basquiat qui se vendent à 25 millions de dollars. On a des œuvres de Basquiat qui se vendent à plus de 100 millions de dollars. Je pense que ces gens-là, un peu paradoxalement, ils ont fait des super investissements. Très intéressant. Très intéressant. C'est vrai que... Donc là, on est dans un endroit où c'est toujours les années 80, voire début des années 90. Oui, années 70, 80, années 60, années 80, et puis ça va pousser vers les années 80, bien sûr. 80, donc, puis 2000, etc. Donc quand on regarde les grands artistes des années 80, on a déjà évoqué Peter Halley. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui connaîtra une rétrospective au Whitney ou au MoMA. Ça paraît assez évident. C'est quelqu'un qui a marqué sa civilisation, qui a fait partie des plus grands artistes des années 80, comme Christopher Wool, comme Jeff Koons. Enfin, si vous voulez, aujourd'hui, le record du monde pour une œuvre de Jeff Koons, c'est quand même 90 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a un type de son vivant qui vend le prix d'un tableau aussi cher que un Monet 120 ans plus tard. Donc, il faut s'imaginer que ces marchés ne sont pas du tout matures et que quand ils vont continuer à aller vers le haut, on va se retrouver avec des prix à 100, 150, 200 millions de dollars. C'est fou. C'est vrai que quand tu y réfléchis,
en termes de valeur. Alors, son tableau à 90 millions, Jeff Koons, c'est quelque chose qui coûte très cher à produire ou même pas tant que ça? Non, alors oui, alors quand même On un parle petit pas peu. d'un Alors truc qui c'est lui pas. coûte 2 ou 3 millions? Alors ça lui coûte de l'argent parce qu'effectivement c'était un rabbit. Alors c'est un lapin. Vous savez, Ouais. c'est cette image que tout le monde connaît, cette espèce de lapin comme ça en acier chromé. Oui, ça coûte de l'argent à produire. C'est compliqué à produire à ce moment-là, mais c'est certainement pas la valeur de la production qui fait le prix du tableau. Et est-ce que c'est lui qui le vend directement 90 millions ou lui, il l'a vendu à quelqu'un Alors, qui l'a non, revendu aux enchères? le système de fonctionnement des galeries, c'est souvent, on rencontre des artistes qui travaillent dans des galeries, qui sont exposés dans des galeries. Il y a tout un Mmh. fonctionnement de la création de la valeur qui travaille de manière conjointe, plus ou moins établie avec avec les musées, tout simplement. Et puis, les musées sont là pour avaliser la valeur artistique, et puis les galeries sont là pour avaliser la valeur financière, et puis une espèce de spirale qui se met une place comme ça, où plus l'artiste va intégrer de nouvelles galeries, plus les galeries vont être influentes, pardon, et plus les musées vont exposer les œuvres de cet artiste, plus l'artiste va gagner en visibilité, plus il va y avoir une demande de ses œuvres, plus il va y avoir une raréfaction de la marchandise, plus on va avoir une augmentation du prix des œuvres, etc., etc., etc. Ok. Euh, j'ai fait quelques épisodes autour de l'art quand même, quand je regarde un peu ça. J'ai fait aussi des épisodes autour des NFT à un moment. Mhm. C'était là. Je pense que c'est un peu craché quand même. Écrasé. Écrasé. Alors, il y a encore des NFT qui se convertissent chez certains. Donc, tu vas pouvoir avoir des pièces du monde réel grâce à ton NFT. Le NFT peut éventuellement être juste un certificat, mais d'authenticité, ça reste autre chose. Alors, c'est pas vraiment autre chose, c'est que le NFT en soi, c'est un certificat. Alors, moi, je suis pas spécialiste du NFT, mais le NFT est un certificat. Et en soi, l'œuvre qui a été créée, c'est d'abord une œuvre digitale. Hmm. Mais l'œuvre digitale, l'art digital, ça existe depuis qu'il y a des télés. Ça existe depuis qu'il y a des ordinateurs. Vera Molnar, dans les années 70, fait déjà des œuvres qui sont imprimées. François Morlet fait des œuvres qui sont imprimées. Donc il y a déjà cet aspect d'œuvre digitale qui existe. Nan Jumpeg dans les années 80. Donc c'est quelque chose qui est ancien. Fred Forrest, en France, un des pionniers de l'art digital. On parle d'artistes qui ont déjà plus de 50 ans et qui sont déjà dans tous les musées. Hmm. Donc c'est pas le médium qui fait l'œuvre, c'est toute la réflexion qui amène à la construction de cette pièce. Le problème du NFT, c'est qu'on a voulu se servir d'un certificat pour justifier l'œuvre. Mais c'est pas le certificat qui fait l'œuvre, c'est pas le fait que l'œuvre soit authentique qui en fait une bonne œuvre. C'est parce que la pièce est une bonne œuvre qu'elle existe en tant que telle. Et puis après, il y a la question du marché. Le certificat, évidemment, rassure le marché, mais pour ça, il faut qu'il y ait une bonne œuvre. J'en fais plus, j'ai regardé, je cherchais quand est-ce qu'on a fait notre épisode. Donc nous, c'était le premier que j'ai fait, c'était 12 juin 2020. Donc ça fait 5 ans quand même, hein, presque. C'est passé vite. Et depuis, j'étais quand même assez consistant. Pour ceux qui s'intéressent à ce marché, je vous invite à en écouter plusieurs. J'ai fait un épisode en 2021 avec Paul Nizam de chez Christie's, Yes. qui était très bien, j'en regarde un très bon souvenir aussi. En 2022, alors ça c'était sur les NFT avec Jean-Michel Paillon de Ledger. En 2023, c'était avec Samantha McCoy de Magnum Photo. Je vais avoir une question sur les photos, prépare-toi. Et après, en 2024, avec Claire Alconruy de chez Artsper. Les photos. Parce que moi, c'est mon gros délire, mais ça capte. Tu vas pas à 100 millions sur des photos. Non, tu vas pas à 100 millions pour des mauvaises raisons. C'est que le marché de l'art, c'est aussi le storytelling de la rareté. Et puis il y a des problèmes, un peu comme dans la sculpture, il y a des problèmes. C'est des problèmes. C'est pas des problèmes en soi, mais ça rassure pas toujours les potentiels collectionneurs, les acheteurs, d'avoir des tirages en fonction du nombre, du nombre. Tu vois, il peut y avoir des tirages différents et des dimensions différentes. Donc, on peut avoir une photo qui peut être tirée l'année 1 à 25 exemplaires dans un format 30-40, mais elle peut être tirée la même année avec tour 25 exemplaires en 50-70, Et en etc. 2000 exemplaires, en je sais pas quoi. Et l'année suivante, on peut refaire exactement Ouais. la même chose. Ça sera la même photo, ça sera juste la série B, la série C, etc. Donc on va se retrouver avec un ensemble, comme dans la sculpture, un ensemble de fonds, des fonds de posthumes, etc., qui peuvent être assez compliqués, ce qui fait qu'on peut acheter des artistes fantastiques. Je pense à des artistes comme Moriyama ou comme Murakami, pour en fait quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Les photos
de Cartier-Bresson ne valent pas toujours très cher. Mmh. Là, moi, étant très fan de JR ou de gens comme ça, je trouve ça exceptionnel. Mais c'est vrai que, alors on en parle vraiment en détail hein, avec Samantha, mais alors elle explique quand même que souvent ce sont les premiers tirages qui valent très cher, mais en soi c'est toujours compliqué. C'est vraiment une gymnastique intellectuelle de te dire finalement il y a eu des premiers tirages, il y a eu les mêmes 10 ans après, Oui, et oui. Et pour le collectionneur, comment tu fais la différence? ouais, c'est Si ça. tu veux, C'est juste et un tampon c'est derrière et juste un un tampon. titre de propriété. La valeur financière devient la valeur du tampon. On peut dire Et la ça, même c'est un chose. peu Ouais. emmerdant. Après, il y a des mais bon, c'est toujours pareil, c'est des recopies, mais dans l'art, il y a des gens qui refont des peintures à l'identique, mais bon, c'est pas la même personne qui l'a fait. Alors, c'est pas la même personne qui l'a faite, et puis surtout, il y a une subtilité dans la peinture qui est difficilement reproductible. D'ailleurs, il n'y a pas de faux dans le XXe siècle parce que, tout simplement, d'abord, les archers sont. Parce que d'abord, il y a une. Il y a une subjectivité qui est appliquée au tableau qui est très difficilement reproductible. Mmh. Et puis, on a affaire à un marché qui s'est extrêmement bien organisé dans le XXe siècle à travers des catalogues raisonnés, à travers des certificats d'authenticité, à travers des comités, les galeristes qui ont systématiquement fait les photos des œuvres dans les galeries, dans les expositions, les artistes qui laissent systématiquement sortir une œuvre après l'avoir notée, photographiée, etc., etc. Donc il y a tout un faisceau Ouais. dont on a besoin. Nous, chez Matisse, on a besoin pour la due diligence de nos œuvres. C'est la garantie qu'on apporte à nos clients. OK, si je reviens alors un peu sur, vous êtes plutôt sur de la peinture, un peu de sculpture aussi? L'art du XXe siècle, ça pourrait très bien être une œuvre de Giacometti, bien entendu, mais l'étalon du marché de l'art demeure la peinture et demeurera la peinture. On va revenir sur les grands noms et les choses que vous achetez potentiellement. Moi, j'aimerais aussi essayer de comprendre comment je trouve ces futurs grands noms. Parce que j'imagine, là, tu me dis, c'est les années 80-90, donc la prochaine étape, c'est 2000, en Oui. fait. Qui sont-ils? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est déjà des grands noms et est-ce qu'ils sont déjà inaccessibles? Est-ce qu'on va sortir du chapeau quelqu'un comme, tu vois, un Kylian Mbappé, tu faisais l'analogie au sportif tout à l'heure, à 20 ou 25 ans, qui va faire quelque chose d'exceptionnel. Quels sont les faisceaux qui nous permettent de Alors, comprendre tout ça? si tu me permets de prendre un tout petit peu de recul dans ta question, effectivement, il y a plusieurs façons de se positionner dans ce marché. Un client qui serait investisseur, il s'intéresse au marché de l'art, mais d'ailleurs pas qu'au marché de l'art. Quand on regarde les objectifs des investisseurs de manière générale, ils recherchent de la sécurité dans leur investissement, de la liquidité, le potentiel de rendement, ils regardent la fiscalité, la facilité de gestion, etc., etc. Une fois qu'on regarde toute cette façon d'investir, très simplement, on regarde ce qui nous est le plus propre, hein, le plus cher. Et puis, il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous. Toi, tu reçois des spécialistes du monde immobilier, puis tu reçois des spécialistes du monde financier. Tout Mmh. ça, c'est une appréciation qui est très personnelle. Finalement, il y en a qui préfèrent investir dans la pierre, quelque chose de tangible, d'autres qui se disent, mais moi, je veux de la liquidité par-dessus tout. C'est très intime, en fait. La gestion du patrimoine, elle reflète les aspirations des investisseurs. Et dans le marché de l'art, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut près tout faire. Donc on peut autant se diriger sur des artistes qui apportent une sécurité d'investissement qui est colossale. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'aime bien le redire, mais le marché de Picasso, c'est un marché qui ne fait pas faillite. Mmh. C'est un marché qui a 120 ans. Le marché de Warhol, c'est un marché qui a 70 ans. Et Le dans marché les de Soulages, c'est un marché qui a 70 ans, dans qui a, ces connu qui a connu plein de crises et qui ne fait pas faillite. Ça n'existe pas un tableau de Soulages qui vaut zéro, ou alors il a été OK. brûlé. Soulage, c'est monté, descendu quand même. Est-ce que les 2 autres dont tu parlais, Warhol et Picasso, un peu moins? Alors, c'est pas que c'est monté, alors d'abord non, ça n'a pas monté, descendu, globalement ça a quasiment fait que monter, Warhol et Picasso. On l'a revu d'ailleurs avec Picasso et avec Warhol sur un record du monde récent à 195 millions de dollars pour une Marilyn que je crois que vous pouvez encore aller voir à la Fondation Vuitton, OK, puisqu'elle est exposée dans l'exposition Wesselmann Pop OK. et les autres artistes pop. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y, regardez si elle est encore d'actualité, mais c'est toujours comme c'est des images qui sont très grand public, et puis Ouais. on regarde les œuvres avec beaucoup de distance, toujours quand on va au musée. Là, on se retrouve devant ce tableau, et puis comme tout le monde sait qu'elle a été payée 200 millions de dollars, ça Ouais. fait quand même beaucoup d'argent au mur, et on est à deux doigts de la toucher, c'est toujours très impressionnant. Euh, euh, et D'abord, pour revenir pardon, sur Soulage ensuite, le marché de Soulage, tout le monde s'est intéressé au marché de Soulage en espérant, j'allais dire, spéculer sur cet artiste de manière un peu sordide qui approchait les 100 ans.
mais le marché n'étant pas le dernier des demeurés, il avait déjà anticipé le décès d'un artiste qui avait déjà 100 ans. Mmh. Donc, si vous voulez, le marché a anticipé le fait que le marché allait se raréfier, etc., etc. Et donc, la hausse, elle s'est faite de son vivant. La baisse, elle s'est faite juste après son décès, ce qui est assez contre-intuitif pour, Mmh. j'allais dire, monsieur tout le monde qui n'est pas spécialiste des investissements. Nous, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté les soulages bien avant qu'il décède, mais surtout, on les a vendus un petit peu avant qu'il décède. Voilà. Mmh. Ensuite, Et t'en as racheté après? et on en a racheté quand c'est retombé. Ok. Et ensuite, effectivement, le marché est baissé, a été baissier, mais il n'a pas été baissier pour tout. Il a été baissier pour, j'allais dire, les mauvaises pièces. C'est-à-dire que le marché s'est concentré sur toutes les œuvres. Nous, on s'est concentré systématiquement sur des pièces qui étaient de très bonne qualité, des tableaux qui étaient exceptionnels. Ces tableaux-là n'ont pas du tout baissé. Au contraire, dans un marché où l'offre, elle s'est raréfiée, les gens sont concentrés sur des œuvres qui étaient de bonne qualité. Et globalement, tous ces artistes un peu blue chip avec des œuvres qui sont exceptionnelles, en fait, sont des marchés, surtout en temps de crise, qui se réconfortent. Ok. Donc là, si je t'écoute, j'ai l'impression de rester dans ces marchés d'ultra luxe, c'est-à-dire que les milliardaires sont encore plus milliardaires et Tu sais, et- c'est terrible. Alors, je vois très bien où tu veux en venir. non mais et je- c'est ce que je vois et- en tout cas dans tous les actifs mais financiers tu te rends finalement. pas compte, tu te rends pas compte. Je te donne un exemple. Cette année, on considère que l'actif je vais te donner 3 chiffres qui Mhm. sont fantastiques. Le marché de l'art, depuis 20 ans, on considère que c'est un marché entre 60 et 80 milliards de dollars de transactions annuelles. Ce qui n'est pas grand-chose en soi. Non, c'est vrai que ça paraît beaucoup pour tout le monde comme ça, mais si on Mais parle c'est pas grand-chose. si on parle d'un marché financier, c'est pas énorme. C'est vraiment pas Ouais. énorme. On regarde la valeur d'actifs, la valeur d'œuvres d'art détenues chez les particuliers. Cette année, elle est à peu près de 2200 millions, de 2200 milliards, Ok. 2200 milliards d'actifs détenus d'œuvres d'art chez les particuliers. On pense qu'en 2028, elle sera de 2800 milliards d'actifs, œuvres d'art détenues chez les particuliers. Oui. Et comment est-ce qu'on Quasiment un quart, quoi. Oui. Comment est-ce qu'on explique ça alors qu'on n'anticipe pas d'augmentation du volume transactionnel ni de la valeur transactionnelle? Eh bien, ça veut dire que les pièces importantes chez ces collectionneurs vont continuer à se valoriser. On prend l'exemple de Magritte qui s'est vendu une fortune, cet empire des Lumières chez Christie's. On prend l'exemple de ce tableau d'Ed Ruscher qui s'est vendu plus de 60 millions de dollars il y a quelques jours et quelques semaines à New York. Ces artistes-là valaient moitié moins il y a 5 ans. Hmm. Et encore moitié moins il y a 5 ans. Ces œuvres de Basquiat à 25 millions de dollars, ce papier extraordinaire qui s'est vendu, le même aurait fait, je pense, en 2022, il aurait peut-être fait 10 ou 12 millions de dollars, mais en 2018, il en valait 5 maximum. Maximum. Incroyable. Mais, pardon, tu avais d'autres choses à dire? Non, ça c'est pour la partie effectivement très haut de gamme. Et puis ensuite, puis pour terminer sur la question que tu m'as posée, évidemment, est-ce qu'il y a d'autres façons d'investir? Oui, il y a d'autres façons. On peut- Non, sur le très haut Pardon. de gamme, ce que je voulais dire, en tout cas, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que quand tu regardes l'immobilier d'ultra luxe, dans certains endroits, ça continue à monter. Et en fait, dans tous les univers, les sacs de luxe, en fait, tout ce qui coûte très très cher et qui est intouchable pour le commun des mortels, finalement, c'est ça qui est assez hallucinant. Alors moi, ce qui m'intéressera, on va parler, c'est juste la catégorie du dessous ou les autres. Est-ce que parce que on l'a pas dit tout à l'heure, mais pour investir chez Matisse, il y a quand même un ticket minimum qui est pas dérisoire, qui est Alors, quand même de 20 000 euros. Je rappelle un peu Matisse Ouais. pour. Non, mais je vais au bout de mon Vas-y. raisonnement et en fait, l'idée, c'est quand même de se dire, moi, je voudrais trouver la lueur d'espoir. Comment je connais des gens autour de moi. Je te parlais d'Adrien Perrault, qui est mon avocat sur certaines choses. Et puis, j'en connais d'autres qui l'ont fait ou qui l'ont fait par le passé. Martine Léon Kligman, des gens comme ça qui ont fait des collections toute leur vie. Donc, qui achetaient au fur et à mesure, tous les mois ou 5-6 fois par an, pas forcément des trucs très chers, quoi. Et quand je parle de pas très cher, c'est potentiellement Ouais, des 3000 balles, Derain 5000 balles, et des 1000 du buffet, tu vois. Mais il y a 100 ans, enfin, tu vois, et des trucs où ils en achetaient, ils regardaient. Alors là, tu es dans une construction de comment t'appelles ça, pas d'œuvre, de collection. Avec un œil qui se... Tu vois, Adrien, j'en reparlais avec lui. Lui, il est, par exemple, très shapé sur l'art et le tennis.
c'est niche, mais en fait, à la fin, tu peux réussir à avoir un truc intéressant parce que tu connais vraiment très très bien ce truc-là. Il me parlait d'un de ses potes qui faisait des trucs sur les robots, tu vois. Et dedans, bah, il a des trucs qui ont explosé. Mais on a la question, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour les non-Bernard Arnault et François Pinault de ce monde, qui sont quand même ultra majoritaires, rappelons-le, parmi nos auditeurs et parmi le monde. Oui, Et est-ce que je peux acheter chez Magnum, sur Artpair, dans des galeries petites, grosses, moyennes, en ligne, dans des salles de vente chez Christie's, etc., des alors, trucs accessibles qui vont faire x100. Allez, soyons alors, fous, ou x10. alors, d'abord, Picasso est pas né avec des œuvres qui vendaient 100 millions. Donc, le grand artiste de demain, qui a un grand marché, dynamique, etc., c'est d'abord un artiste plus local, plus régional, et des prix qui sont plus accessibles. Donc, je ne peux que te dire oui, c'est possible. Après, c'est un peu comme quand tu investis dans une start-up, si tu veux, sur les 100 qui vont fonctionner, il y en Parle-moi a d'un truc que je connais. bah, et sur les 100 qui vont fonctionner, sur les 100 sur lesquels tu vas investir, si tu veux, il y en a peut-être une qui va, performer. Alors la question, c'est combien vont performer pour pouvoir acheter et essuyer la perte des Si 99 tu fais autres. x100, ça va. Si tu fais x100, ça va. C'est rare de faire x100 dans ce marché, mais effectivement, si tu fais 60, c'est possible. Euh, Là où c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui, c'est que, parce que ta question, elle pose, elle se, en fait, ta question sous-jacente, c'est comment se forme la valeur dans ce marché. Je te l'ai dit tout à l'heure, la valeur, elle se forme au carrefour des institutions culturelles et au carrefour des institutions financières. Donc les institutions culturelles, ce sont les musées, les fondations, les conservateurs d'exposition, les critiques d'art. Et les institutions financières sont les commissaires-priseurs qui donnent un prix à un instant T, c'est la réunion du marché. Le marteau tape du commissaire-priseur et ça vaut tant. Et les galeristes organisent la promotion de ces artistes. Il se trouve que c'est de plus en plus rare d'avoir des futurs très grands artistes qui sortent de petites galeries. Hmm. Et la plupart de ces futurs grands artistes sortent déjà de très grandes galeries. Ça veut dire que pour avoir accès à ces œuvres dans les très grandes galeries, il faut montrer patte blanche. Je pense à un artiste, par exemple, comme Alex Israel, qui est un super artiste de Los Angeles. Ça a valu quelques milliers de dollars en galerie. C'est monté hyper rapidement jusqu'à quasiment 1 million de dollars en second marché en vente aux enchères. C'est retombé à 100 aujourd'hui. Mais même 100, c'est vachement bien. Il n'y a pas de Ça dépend sujet. du prix que tu l'as payé. Mais oui. Ça dépend du prix que tu l'as payé. Mais enfin, je veux dire, c'est des artistes qui ont... je pense qu'il n'a même pas 40 ans. Enfin, vous voyez, c'est des artistes qui sont... C'est plutôt très bien. C'est assez cool, hein. Regardez Alex Ah non, c'est Israël, hyper cool. C'est hyper cool. Enfin, c'est hyper cool. Très pop, quoi. Ouais. C'est très pop. C'est très propre, c'est très très pop, c'est très beau. Non, il n'y a pas de sujet. Mais c'est juste que pour avoir accès à l'époque à ces œuvres en galerie à 15 000 dollars, il faut avoir montré patte blanche et il faut avoir acheté 5 autres œuvres à 100 000. C'est comme dans les montres, en fait. C'est un peu, t'as tes Et là, ou ça devient Ferrari, difficile. c'est-à-dire que chez Ferrari, pour ceux qui ne le savent pas, t'achètes pour avoir la dernière Ferrari qui vaut 1 million ou 1 million, il faut avoir avant acheté 3 ou 4 Ferrari à 200-300 000 pour être sur la liste de ceux qui vont être élus pour avoir les 150 Ferrari en édition limitée. C'est exactement ça. Ok. Et ce qui est, pourquoi aussi on voit un marché qui a augmenté de manière très forte, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui étaient d'accord de payer. Genre, on prend aujourd'hui un artiste comme Wojciech à la galerie de Rouillon, des artistes qui ont valu quelques milliers d'euros, qui valent aujourd'hui quelques dizaines de milliers d'euros, mais qui ont fait des résultats de vente aux enchères à plus de 200 000 euros. Hmm. C'est quand même très impressionnant. Que vaudra le marché de ces artistes-là plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? J'en sais rien. Ça, c'est possible. Mais vous prenez un niveau de risque qui est stratosphérique. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Et ça nécessite aussi beaucoup d'argent, d'être capable de se diversifier autant et aussi d'accepter de beaucoup perdre. Ouais. Faut être pote avec finalement Kamel Menour, Emmanuel Perrotin, et encore c'est peut-être pas les méta-galeries dont tu parles, c'est plus les Américains, ou eux ils font quand même un peu du marché.
Euh, Thaddeus Ropac, c'est les 3 galeries que je connais, moi. Thaddeus Ropac, Kamel Mennour, Emmanuel Perrault. alors, Ropac, c'est déjà des artistes qui sont très confirmés. Ok. Kamel, on a affaire à des artistes qui sont plus jeunes, mais on ne voit pas encore un marché qui est extrêmement dynamique à une échelle internationale et qui tient sur un second marché. Et Perrotin y arrive bien davantage. Ok. Donc, il faut être copain avec eux et qu'ils te disent avant, tiens, je vais rentrer un tel dans ma galerie, c'est ça. Quasiment. Ouais, on pourrait dire ça. Et On peut dire ça. les gros collectionneurs aussi, quand Pinault et Arnaud achètent tel ou tel, quand tu rentres dans la collection Pinault, tel nouvel artiste, ils prennent de la valeur aussi? Alors évidemment qu'il y a un effet pédigré qui vient ajouter à la valeur du prix de l'œuvre, mais attention, c'est pas automatique. Ça veut dire quoi? On prend l'exemple de Claire Tabouret, par exemple, qui est une artiste qui était dans une petite galerie à l'époque, c'est la galerie Isabelle Gounod, et puis ça se vendait 3 000 à 4 000 euros. Hein. Mhm. Elle est passée ensuite dans des grosses structures comme chez Emmanuel Perrotin, comme chez Almine Reich. Ça s'est vendu des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on a un marché qui tient, qui tient. Et évidemment, entre les deux, il y a Pinault qui a mis ses doigts et qui en a acheté Comment elle quelques-uns. s'appelle, tu as dit? Non. Claire Tabouret. Claire Tabouret, ok. Ouais. Et c'est une très bonne peintre. Je crois même qu'elle a été proposée pour faire des vitraux à Notre-Dame, D'accord. d'ailleurs. Donc c'est une grande peintre française. François Pinault a mis ses doigts dessus à l'époque chez Isabelle Gounod, je crois, à quelques milliers d'euros. Évidemment, ça a appelé les grosses galeries à s'intéresser à cet artiste. Mais la vraie question, en termes de fonctionnement de marché, c'est est-ce que ces grandes galeries se sont intéressées à Claire Tabouret pour Claire Tabouret et son travail, ou est-ce qu'ils se sont intéressés à Claire Tabouret parce que c'est rentré dans la collection de François Pinault, etc., etc. Et c'est pour ça que je parle de cette espèce de cercle comme ça très vertueux où collectionneurs, institutions et galeries travaillent ensemble de concert, pas toujours de manière évidente et publique, mais ils se répondent et ça a un impact sur la valeur. Ça a l'air très cool, Claire Tabouret aussi, je regarde, hein, c'est super beau. En fait, quand je vois tous ces gens... Mais tu comprends que c'est pas parce que c'est beau que ça fait le prix. Non, je comprends. Tu vois, et c'est là que c'est très difficile. compliqué, C'est là que c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, si ta question c'est quel est le super artiste, quoi, et ben en fait, la première des choses à faire, ça serait beaucoup moins de voir l'œuvre que de regarder le CV. C'est un presque truc de ça. ouf. Qui sont vos collectionneurs? Qui sont les galeries? Dans quelle institution muséale t'as exposé, etc., etc. C'est ça. Qui en a acheté parce qu'en fait, il faut faire très attention, et c'est là où c'est un marché, j'imagine, qui doit demander quand même forcément de l'expérience, alors que tous les marchés demandent de l'expérience, hein. De toute façon, ça, on le voit. Ce que je veux dire là, c'est que c'est un marché quand même d'émotion. Quelque part. Non, mais il faut s'en méfier. Ce que je veux dire, c'est que moi, je reprends ça, David Lachapelle, tu vois, qui il y a 20 ans, je le voyais à la Monnaie de Paris, et je me disais, waouh, mais j'aurais eu de l'argent à ce moment-là, j'aurais eu 100 millions, j'achetais un tableau à 20, c'était parti, tu vois. Et je pense que le truc que j'aurais acheté à 20 à ce moment-là, on vaudrait aujourd'hui 1, tu vois. Enfin, je crois que ça s'est un peu craché. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que... Oui, vas-y, pardon. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire quand même super gaffe à l'émotion que peuvent te créer certains artistes, notamment aussi c'est un marché moment. qui fait rêver. C'est Ouais. nécessairement un marché qui fait rêver. Et c'est aussi ça qui fait de ce marché qu'il est très beau. Lorsque des collectionneurs, et je le sais parce que je suis moi-même collectionneur, lorsque j'achète une pièce et que j'accepte de la payer beaucoup plus cher que ce qu'elle vaudrait financièrement sur un marché actuel, je sais très bien pourquoi je le fais. Parce que j'aime ça, parce que ça manque à ma collection. Tu parlais tout à l'heure de collectionneurs qui s'intéressent au tennis, d'autorobots. Enfin, il y a quelque chose enfin, les marchands d'art, c'est des dealers. Hein. Ça s'appelle des dealers. Super intéressant. Alors, on va revenir à ce haut de marché que tu proposes. Mais avant d'y aller, sur ce bas de marché ou ces choses-là, la seule manière de faire, c'est... Non, il y a une autre façon de faire. On peut évidemment se diriger sur des plus jeunes artistes et être capable d'accepter de gagner ou de tout perdre. Parce que clairement, c'est tout perdre. Et je pense que 85% des artistes qui sont présentés, même dans des grandes foires internationales comme Art Basel, où sont présents les 250 plus grandes galeries du monde, je pense que dans 10 ans, on ne connaît pas 85% des artistes qui sont présentés. Par contre, on retrouve les mêmes galeries et on retrouvera les mêmes grands artistes.
Ça, c'est systématique. Donc, Pardon, vas-y. non, mais donc pour répondre à ta question, ça, c'est une façon de faire. C'est pas la mienne. Donc moi, je sais pas tellement, je saurais pas aiguiller des clients sur quelque chose comme ça parce que j'aime pas beaucoup perdre. Et voilà. Par contre, acheter des pièces importantes, soit de plus jeunes artistes ou de plus petits artistes, ou soit des œuvres moins importantes de grands artistes, ça m'intéresse. Moi, quand j'ai commencé ma collection, j'ai acheté des céramiques de Picasso. Céramique de Picasso, c'est quelques milliers d'euros. C'est une production qu'a fait Picasso, par exemple à Madura, etc. C'est super beau, c'est contemporain, ça vaudra toujours de l'argent. C'est génial en fait. Achetez ça pour quelques milliers d'euros, vous faites plaisir, vous avez un truc qui fait quasiment tableau, vous pouvez exposer ça au-dessus d'une cheminée ou contre un mur. Enfin, c'est vraiment très très beau. Vous achetez par exemple des petits papiers de Peter Halley. Il se trouve que Peter Halley, on en a déjà parlé, mais il a réalisé des œuvres, ça vaut des centaines de milliers d'euros, mais ces papiers, c'est les seuls qu'il fait avec ses mains. Et là, pour le coup, il y a un côté ordinateur, c'est produit sur ordinateur, c'est imprimé, si ensuite il vient appliquer des couleurs, faire des essais, etc. Ça vaut quelques milliers d'euros et c'est des super pièces. On prend par exemple des eaux-fortes de Pierre Soulages. Bah, pour quelques milliers d'euros, vous avez une production des années 70 où Pierre Soulages a arrêté de peindre. Il se voyait tourner en rond. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de s'engager dans un travail de graveur et il fait des œuvres somptueuses. Alors quand on a des tableaux à des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, on se dit mais c'est un peu anecdotique. Et en fait, ça l'est pas du tout. C'est un travail à part entière de Pierre Soulages. C'est beau, c'est signé, c'est des petits tirages. Et il l'a pensé comme étant un vrai objet de sculpture, comme un vrai objet de gravure. Et les eaux-fortes sont magnifiques et pour quelques milliers d'euros, vous pouvez vous en offrir. Donc, et ça, c'est des marchés, ça fera jamais faillite. C'est des trucs qui sont super beaux. Ça vaudra toujours quelque chose, à toujours des collectionneurs. Et c'est des artistes qui ont façonné l'histoire de l'art du XXe siècle. Donc, vous êtes à la fois sur un actif qui est rassurant, qui est beau, et oui. Alors, je l'ai sur les gros. Là, j'ai regardé un peu les céramiques, Peter Halley, ce qu'ils appellent les estampes aussi. Mais les céramiques de Picasso, les estampes de Peter Halley, non? De Peter Halley, ouais, c'est ça. Donc, ça a l'air chouette. Là, je vois des trucs 4000 euros, 900 euros, même Peter Halley. Alors, ça, c'est des estampes. Mais je parle vraiment des dessins originaux. Dessins originaux. Les vrais dessins originaux. Attention. Et après, les grosses pièces de petits artistes, tu dis, qui montent, ça t'a fait aussi? On peut. On parlait tout à l'heure d'Alex Israël. Le problème, c'est qu'il faut y avoir accès. Ouais. Donc, il faut avoir accès à la galerie, etc., etc. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que voilà, ce qu'il faut, moi, je tiens aussi à. J'ai grandi en région. Ça, je l'avais bien compris il y a longtemps, hein, mais si vous prenez. Alors, je ne suis pas anti-provincial, j'en viens, hein, mais les grosses galeries de province, il faut acheter des choses là-bas. C'est très bien, vous soutenez les artistes locaux, mais n'espérez pas, parce que tu l'entends à un moment, oui, c'est l'artiste qui monte, etc., etc. Non, en fait, ça n'arrivera pas. Peut-être que vous réussirez à le revendre plus ou moins son prix, et encore, pas sûr, mais dans un marché local, pourquoi pas, mais ça n'existe pas. Et je vais même aller plus loin, parce que tu viens de le dire, et moi, je me fais plaisir de temps en temps, mais tu vois, dans les foires d'art contemporain, à Paris, je parle d'Art Basel, etc., je m'achète de temps en temps des pièces, des photos ou des choses comme ça. En effet, je pense que la pièce, je le paye principalement le prix de l'encadrement. J'exagère un peu, mais c'est super, je suis content, je l'ai chez moi, j'ai un truc, je te montrerai. Mais ça vaudra jamais 10 fois son prix, je pense pas. Et c'est ce que tu dis, c'est 80% au moins 85% des gens qui sont même dans ces foires d'art contemporain. Ouais. Et après, tu as les 15% qui sont le marché, et de temps en temps, tu as peut-être 1 ou 2% qui sont les fusées intersidérales. Ces fusées internationales. Alors, d'abord, les fusées intersidérales, c'est moins celles qu'on n'a pas vu venir, parce que la construction de la valeur, elle se fait en années. Alors, même si les cycles sont de plus en plus courts, il se fait en années. Mais encore une fois, un artiste qui est vivant, il est soumis aussi à une mode, il n'est pas suffisamment institutionnalisé et reconnu par les musées. Donc on peut avoir un artiste qui va être un peu le chouchou chéri des institutions, une star, et puis en fait, quelques années plus tard, le sera beaucoup moins. Lorsque vous regardez un artiste comme Warhol ou comme Picasso, encore une fois, c'est des artistes qui ont fondé l'art de leur civilisation. Ils l'ont façonné, ils l'ont créé.
Donc il y a beaucoup moins de risques. Et si on parle de chiffres, tu as 0,7% des œuvres qui s'échangent à moins de 1 million d'euros, ou à plus d'1 million d'euros, pardon, en vente aux enchères. Et ces 0,7% d'œuvres qui font le marché, elles représentent quasiment 70% de la valeur du marché. Ouais. C'est un Pareto Ah extrême. ouais, t'es au-delà du 80-20, quoi. Ouais, bien au-delà. Mais le marché de l'art est beaucoup plus démocratique qu'on ne le croit. Vous avez 74% des œuvres qui s'échangent à moins de 1000 dollars et il y a plus de 90% des œuvres qui s'échangent à moins de 50 000 dollars. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus accessible que les gens le pensent. Le problème, c'est que ces 93% d'œuvres, elles représentent 10% du marché de l'art mondial en valeur. Et c'est là où il y a très peu de salut, en réalité. C'est des niveaux de risque extrêmes avec un potentiel de gain qui est extrêmement faible. C'est ce que vous proposez de résoudre quelque part un peu avec Mathis, de rendre accessibles certaines de ces œuvres inaccessibles. Avant de rentrer le plein pied là-dedans, et que tu m'expliques comment on le fait, quelles œuvres, dans le marché, au sens large, on a vu ce que tu m'as expliqué Soulage, j'ai bien compris, donc le marché avait anticipé son décès, c'est descendu. Est-ce qu'il y a eu des gros mouvements de marché comme ça chez certains? Est-ce qu'il y en a qui sont crachés, qui sont pas remontés dans des gros, dans des moyens? Est-ce qu'il y en a qu'on espérait voir et voilà, est-ce qu'il y a eu des surprises? Il y en a toujours des surprises, enfin, je veux dire, sur les cryptos, les IMO, les choses comme ça. Non, pas tant que ça? Alors, moi d'abord, je suis spécialisé dans un marché qui est très haut de gamme, et le marché haut de gamme, enfin, je vais te donner un autre chiffre, et on verra, parce que c'est constitutif de la pensée, de la création de Matisse, de Matisse.club, mais c'est aussi une compréhension qui nous a amené à faire ça. Il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art. Un marché où il y a moins de 1% de dette, c'est un marché sur lequel, finalement, il y a très peu de spéculation. Donc on n'emprunte pas pour acheter de l'art, c'est ce que On tu dis. n'emprunte pas. C'est-à-dire que les gens payent cash. D'accord? Donc il n'y a pas de levier, en fait, lié à l'acquisition. Donc quand on se retrouve avec des artistes qui s'échangent à 10 millions d'euros, bah, Ils s'échangent à 10 millions ils d'euros s'échangent cash, à 10 millions d'euros. cash, avec des Exactement. mallettes, quoi. Un mois Tu vois. payé, Ouais. etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas de raison que le mois 1 ou l'année 1, ça vaille 10 millions et que l'année 2, ça en vaille 4 et l'année 3, ça en vaille 15. Pour les Donc, moins experts de ceux qui nous écoutent, l'effet de levier est quand même très important. Imaginez, moi j'ai 10 millions, je vais voir une banque et je leur dis prête-moi 90, donc j'arrive avec 100. Et là, je rentre sur le marché de l'art. Donc j'ai un levier fois 10. Et ça n'existe pas. je me mets à acheter des tas de choses et à me dire, en gros, au lieu d'acheter mon truc à 10 millions, un seul truc, je vais en acheter 10. Sur les 10, je vais en revendre. Et puis comme il y a plein d'autres idiots qui font la même chose que moi, on se revend entre nous des tas de choses et le truc passe de 10 à 12 à 15 à 20. Et c'est le début de la crise. Et voilà. Donc ça, c'est un marché beaucoup plus stable. C'est un marché qui est beaucoup plus stable et qui est très international. Tu sais, on aime bien regarder. Moi, j'aime bien regarder. Je me rappelle, ça m'avait marqué dans mes cours d'éco, étant un petit peu plus jeune. Mais tu sais, on a toujours ce graphique avec ces 3 lignes. Alors, il y en a un, c'est l'augmentation des salaires, qui est très faible. L'autre, c'est l'augmentation de l'inflation, qui est déjà un petit peu plus élevée et qui ne suit pas la courbe des salaires. Et puis, il y a l'augmentation des loyers. Tu la vois, cette courbe? Ouais. Tu la vois bien, on l'a tous en tête. Hein. Et on se dit, mais à un moment donné, il y a une différence qui est stratosphérique. Et comment est-ce qu'elle se creuse autant? La dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des types qui sont arrivés avec 10 millions, qui ont pu emprunter 100 millions et qui ont pu acheter de l'immobilier et puis qui ont vendu aux d'autres, etc. etc., etc. Aujourd'hui, si on devait demander aux gens qui est capable de payer son bien immobilier à Paris 1 million d'euros, cash, en fait, il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est la dette qui permet le marché. Dans le marché de l'art, c'est le cash qui fait le marché, pas la dette. Super intéressant. Après, tu vois, je pense que alors c'est un peu moins cher, mais dans le marché des montres, c'est quand même, je pense qu'il n'y a pas tant de dettes que ça. Et c'est un marché qui a été très secoué quand même récemment. À part, je l'ai vu récemment dans un épisode très cool aussi, mais à part certaines marques, ça a quand même bougé très fort, quoi. Donc là-dessus, on a, je sais pas, tu vois, on parle des mêmes tout à l'heure. Si je dois te parler de Hockney, de Dubuffet, Il y a un caractère plus fongible dans les montres en réalité. Okay. C'est-à-dire qu'une montre vaut le prix de la même montre, qui vaut le prix de la même montre, etc. etc. Il y a quelque chose de plus liquide. Le tableau, il y a un caractère un peu plus unique pour les gens. Et il y a un côté aussi qui est très contemplatif, qui est moins
enlever un peu le côté utilitaire de la montre, parce qu'on n'a pas besoin de montre à 100 000 balles pour oui, bah pour mieux lire l'heure. Oui, ta Casio à 40 euros, ça fonctionne. Oui, voilà, ta Casio à 40 balles, ça suffit. Mais mieux même, généralement, d'ailleurs. Oui. Elle a une fonction réveil, elle est plus précise. Oui. Et puis, il n'y a pas d'écart du jour au lendemain, il n'y a pas de secondes qui se perdent. Mais le caractère moins j'allais dire, fongible, moins liquide, fait qu'aussi, on peut discuter le prix de manière différente. C'est-à-dire que si la montre vaut 100 à cet instant T, tu peux accepter de la payer 107 parce que tu la veux, mais tu la paieras pas 130. Et quand tu la vends, il n'y a aucune raison que tu la vendes moins de 92, si tu veux. Parce qu'avant, tu as vraiment le sentiment de te faire arnaquer. C'est vraiment tu dois la vendre et tu as besoin d'argent. Ouais, et que tu as besoin de liquidité, etc. Bon, ça, après, c'est dans tous les marchés. Le marché de l'art, savoir que ça vaut 100, 120, 80, ça peut se discuter un petit peu. Et tout ça, c'est des échanges qui fait que pour le non professionnel du marché de l'art, eh bien, il acceptera parfois de payer plus cher. Et puis, le professionnel du marché de l'art aura des compétences pour payer moins cher. Mais entre 80 et 120, il y a 40. Quand on a payé 80 et qu'on fait 120, on a fait 50% de marge. Aujourd'hui, vous achetez des pièces à combien chez Matisse ? Alors, le projet qui était le nôtre, il était de donner accès à une classe d'investissement auprès de clients qui n'ont jamais eu accès à cet investissement. Là, tu as envoyé au plafond tous les gens du marché de l'art. Quand tu parles de classe d'investissement, parlant d'un... Oui et non, parce qu'on travaille avec eux. Je t'expliquerai pourquoi et comment, surtout. Mais Tension, là. Même moi, je me suis tendu un peu pour eux, tu vois. Non, parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de dette dans le marché. D'accord ? Ouais. Donc, sur un marché haut de gamme, il faut payer cash les œuvres. Donc, ça veut dire comment font les professionnels du marché de l'art pour payer leurs œuvres ? C'est vrai qu'ils le font sur fonds propres. Donc, d'abord, l'explication de... On ne peut pas investir dans le marché de personnes qui immobilisent leurs millions d'euros pour acheter des œuvres et les revendre. Peut-être qu'ils expliquent à leurs clients qu'on ne peut pas investir, mais eux, je pense qu'ils investissent très clairement sur leurs œuvres. Dis-moi si... Non, mais clairement. C'est un marché sans dette. Oui, c'est un marché sans dette. Donc, c'est un marché où les marchands d'art sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. Donc, ils sont forcément limités par la capacité d'acquisition, par le volume de leur propre patrimoine. L'idée qui a été la nôtre, elle est double. Elle est d'un côté permettre à des investisseurs particuliers à avoir accès à une classe d'actifs et de leur dire pour la première fois, on va vous donner accès à l'expertise, au réseau, et on va vous permettre d'investir sur ce marché. Et de l'autre côté, c'est d'accompagner les professionnels du patrimoine, puis professionnels du marché de l'art, donc les galeristes et les marchands. On va les accompagner dans la gestion de leur trésorerie, en leur poussant des œuvres, en leur consignant, on parle de consignation dans le marché de l'art, en leur consignant des œuvres en millions d'euros. Et c'est autant d'œuvres sur lesquelles ils n'ont pas pris de dette, c'est autant d'œuvres qu'ils n'auront pas achetées. Donc on vient alléger le bilan des professionnels du marché de l'art en leur confiant des dizaines de millions d'euros d'œuvres d'art. Et là, je vois que tu comprends. Tes rides de front se défroissent et tu dis, tu vois le potentiel que c'est. Effectivement, et c'est pour ça qu'on n'est pas mal aimé des professionnels du marché de l'art, bien au contraire, on leur pousse des dizaines de millions d'euros d'œuvres d'art sans qu'ils aient décaissé le moindre euro. D'accord. Et ça, pour eux, c'est fantastique. Et auprès des particuliers, la thèse qui était la nôtre, elle était de dire que le marché de l'art, il nécessite du réseau, de l'expertise et des moyens financiers. Si on est très clair et que vous vous intéressez à l'œuvre d'art comme un investisseur pour ses raisons artistiques, sociales, un peu moins, mais surtout pour ses raisons financières, d'accord, à travers un prisme qui est celui de la liquidité, de la sécurité, le potentiel de rendement de l'actif, eh bien, vous dirigez sur le haut du marché de l'art, un marché où il y a un petit peu moins d'offres, mais où la valeur est importante, elle évolue sur un échiquier international, où vous avez tous les, j'allais dire, les éléments objectifs de la valeur actuelle et future qui permettent de penser qu'on est sur un marché stable, dynamique, qui va continuer à croître. Et pour ça, vous avez besoin d'acheter, pour constituer une collection ou un portefeuille d'investissement à peu près raisonnable, vous achetez
Une bâche de Keith Haring, ça va vous coûter 3 millions de dollars. Un bel outre noir de soulage, ça va vous coûter 2 millions de dollars. Vous achetez un tableau de Picasso, ça vous en coûte 5. Vous êtes déjà à 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions. Et avec 10 millions, vous avez acheté 3 œuvres. Avec Matisse, on crée des sociétés, on crée des SPV, exactement, Special Purpose Véhicules. Donc, ce sont des véhicules dédiés, des sociétés dédiées. Chaque œuvre d'art est détenue par une société et on ne vous dit pas investissez dans un tableau, on vous dit investissez dans une société qui elle-même détient une œuvre d'art. Ça revient à peu près à la même chose. Vous détenez des obligations de cette société accessibles à partir d'un bulletin de souscription à partir de 20 000 euros. Donc avec 100 000 euros, vous avez accès à potentiellement 5, 10, 15 millions d'euros d'œuvres d'art d'actifs, mais vous êtes diversifié sur 5 pièces. Oui, c'est un peu la clé, comme dans tous les investissements, parce que même si tu me dis que c'est assez stable sur le haut du marché, on n'est jamais à l'abri d'un crash. Ok. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution. Et je pense qu'une des raisons principales pour laquelle on a toujours dit la meilleure façon d'investir dans ce marché, c'est d'acheter une œuvre que l'on aime. Je crois que les particuliers qui n'avaient... En fait, c'était un marché qui était un marché très élitiste. Il fallait du réseau, de l'expertise et beaucoup d'argent. Les gens qui avaient ça, c'était soit des grands marchands d'art, des dynasties de marchands d'art qui ont beaucoup d'argent, qui sont nés avec, qui mourront avec, etc. Soit ce sont des très grands collectionneurs qui ont l'expertise, qui ont les réseaux, qui ont baigné dedans et qui ont les moyens financiers de pouvoir se diversifier. Entre les deux, il n'y a rien. C'est un peu comme dans la mode, quoi. Il y a les directeurs et puis il y a les stagiaires, tu vois. Et ben, dans les collectionneurs, c'est un peu la même chose. C'est très, très, très compliqué de se constituer une collection qui soit internationale, sécurisante, si on n'a pas les millions d'euros derrière. Donc cet investissement était impossible. Et évidemment que le meilleur conseil à donner à tous ces gens-là, c'était de leur dire, mais n'investissez pas, vous allez perdre votre argent. Chez Matisse, on a donné la possibilité, pour la première fois, d'avoir accès à cet investissement à partir de 20 000 euros par club deal. Ok, c'est très clair. Et c'est super intéressant de pouvoir en effet te dire finalement, enfin, mine de rien, quand tu as 100 000 à investir, c'est pour beaucoup très conséquent. Donc te dire que tu peux investir 100 000, pas dans une seule œuvre d'un très gros comme ça, mais te les mettre dans 5, c'est super intéressant. Pour bien comprendre, le SPV. Donc le SPV, c'est une société, ça peut être une SAS par exemple. C'est ça, c'est ça. Donc qui a un seul but, c'est être propriétaire de ce tableau de Picasso. Oui. Voilà. Et elle ne peut rien faire d'autre. Non. Voilà. Donc elle n'a pas beaucoup de frais parce que finalement, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'acte de gestion, il n'y a pas grand-chose. Un peu de compta, tout ça. Ce SPV, les tableaux sont détenus à 100% par un SPV. Ce n'est pas des co-détentions avec d'autres personnes, etc. Quand vous achetez, c'est... Non, c'est le SPV qui possède l'œuvre d'art. Ok. Dedans, il y a des gens qui ont 50%, 60%, il y a des gens qui investissent beaucoup. Non, alors beaucoup, il y a des... En fait, on déconseille parce que c'est pas la vision de notre activité. On vous dit surtout, prenez pas 50%, d'abord on vous le permettra pas, mais prenez pas 50% de l'œuvre. Un tableau à 5 millions, pourquoi mettre 2 millions d'euros là-dedans alors que vous pouvez mettre 2 millions et investir dans 100 pièces? Investissez dans 100 pièces, diversifiez-vous. Et puis dans un tableau, sinon que tu pourras avoir si tu mets 2 millions dans ton salon aussi. Et là, effectivement, on a affaire à une qualité de clientèle qui a une capacité à pouvoir investir et mettre ça chez soi. Et le faire tout seul, en direct. Et alors, donc on a 100% là-dessus, je comprends bien. Vous l'achetez vous-même, donc il y a toi ou un de tes associés, vous êtes gérant de ce SPV? Alors non, c'est un avocat. Aujourd'hui, pour pouvoir exercer notre activité, alors on existe, notre activité a changé depuis novembre 2023, puisqu'on a obtenu quelque chose dont mon associé, moi-même et toutes les équipes de Matisse sommes extrêmement fiers. C'est que nous avons un agrément. Et un agrément délivré par l'autorité des marchés financiers, un agrément PSFP, qui est sur le financement participatif, qui permet de faire ça. Je le signale parce qu'avant, ça juste n'existait pas. Donc, on a travaillé plus d'1 an, ça nous a coûté une fortune, sans jamais... Prestataire de services de
de quoi? Financement. Financement participatif. Ok, très bien. Ouais. Ok. Et, Comme les Anaxago, Club Funding, tout ça, qui permettent de faire ça dans l'IMO, dans d'autres choses. Ok, très bien. et mon associé, François Carbone, est cofondateur D'Anaxago, tout à d'Anaxago. fait, très bien. Exactement. Ok. Donc PSFP. Et alors, explique-moi les frais. Comment tout ça fonctionne? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que gagne aujourd'hui, vous avez revendu des tableaux? Bien sûr. Ok. Bien sûr. J'ai vu que l'année dernière, vous aviez collecté 30 millions. Ouais, 30 millions sur un peu 2024. plus de 40 millions de valeur d'œuvres, 30 Ok. millions d'acquisitions. Euh, sur les œuvres qui ont été achetées l'année dernière, je crois qu'il y a, alors, je ne vais pas me tromper, alors c'est sous réserve 2, mais je crois qu'il y a quasiment 20%, ou un peu plus de 20% de l'actif qui est sorti. Enfin, vraiment, c'est beaucoup. Donc en fait, tu achètes une œuvre et tu la mets à vendre immédiatement? Comment ça se passe? Pourquoi tu veux attendre? Elle est à vendre où, comment, du coup, donc? Chez les professionnels du marché de l'art. Ok. Oui, bah oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Elle est directement disponible, donc il y a un prix. En fait, on les accompagne dans l'acquisition de leurs œuvres. Ok. Le marché de l'art, c'est sourcer, acheter, vendre. Quand vous êtes professionnel du marché de l'art, vous avez 3 boulots. Vous avez un métier de sourcing, un métier d'immobilisation financière qui est un métier de banque, et un métier de cession qui est un métier de vendeur haut de gamme de choses dont personne n'a besoin, et qui coûte très cher. Donc une œuvre qui a été achetée 100, elle est financée sur une base de 110. D'accord. Ok. Donc on a un SPV qui a été collecté sur une base de 110. D'accord. Sur ces frais, il y a une partie qui sert à nous rémunérer, payer des frais fixes, la constitution de la société, des frais d'avocat, etc. Une partie permet de gérer c'est un bien meuble, donc éventuellement un coût d'encadrement, un nettoyage, l'obtention d'un certificat, De sécurité, des choses, la des sécurité, assurances. le transport, la valorisation, etc., etc. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Donc Une fois- je pourrais considérer ça comme un droit d'entrée, mais en fait, bon, il y a vous rémunérez quand même. Ouais, mais il n'y a pas de frais de gestion, par exemple. Ok. Et ça, c'est très intéressant. Et notre associé et moi, on était extrêmement attentifs, par exemple, à plein d'autres fonds où il y a des frais de gestion. Moi, je ne sais pas comment expliquer à un client quand il investit sur un actif qui n'est pas liquide, de lui dire, mais tu sais quoi, on n'arrive pas à vendre ton tableau et tu vas continuer à nous payer. Hmm. C'est-à-dire que notre intérêt deviendrait décorrélé de l'intérêt du Ton client. intérêt, le garder, ouais. Pour Et, tes 2% par an. évidemment, exactement, prendre nos 2 points par an. Alors, d'un point de vue financier, ça aurait été fantastique pour nous, en termes de valorisation, de tout. Mais ça ne nous semblait pas être juste vis-à-vis des clients. Ce qui serait injuste, c'est d'avoir des frais d'entrée et des frais de gestion. Si tu n'avais pas de frais d'entrée, mais que des frais de gestion, quelque part, tu pourrais te dire aussi, bon, si tu, en tout cas pour la personne qui investit, ça va me coûter que 2 ou 3% par an, parce que souvent c'est plutôt ça va pas être 5 ou 8, tu vois. Et quelque part, ça me coûte moins cher. Les 10%, c'est vrai que, mais après, moi je parle souvent c'est des biens immatériels, donc je me permets de te challenger, mais de prime abord, il me choque un peu parce que, voilà, mais quand tu achètes une SCPI, en l'occurrence, comme tu me l'as dit, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas Ouais, mais regarde le prix. Ouais, mais tu as des frais de notaire qui sont de 8 points. Dans les SCPI. Bah, à un moment donné, les SCPI, c'est de l'immobilier. Donc, à un moment donné, quand tu achètes ton bien immobilier, tu vois, Oui, t'as tout quand à même, fait. tu vois, derrière, tu as ton sous-jacent, tu as ton bien immobilier, il y a une transaction immobilière qui est opérée, il y a tout un ensemble de frais. Quand tu regardes ton bien immobilier qui vaut 100, bah déjà, il t'a coûté 108, et puis en plus de ça, tu as eu toute la chaîne qui a été. Donc, les frais sont entre la valeur du bien à cet instant T, si tu devais le revendre immédiatement, bah, tu récupérais 100 sur un bien immobilier qui t'a coûté 100, plus 8 de frais de notaire, plus, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 qui a servi derrière au-dessus de la chaîne. Donc, tu as SCPI, entre le bien que tu achètes et puis en plus de ça, tu as de la dette dans tous les sens qui fait des leviers, etc. Donc, la vraie valeur du bien immobilier que tu achètes, ton vrai sous-jacent, c'est-à-dire que nous, notre tableau, il vaut 100, tu le revends 100, Ouais. si tu veux. Alors, toi, C'est quand même autre chose. Tu vas essayer de le revendre. On reprend. Tu vas essayer de le revendre. Donc, le tableau a été acheté 100. Il est collecté sur une base de 110. Ouais. Le tableau est consigné auprès d'une galerie qui, lui, va organiser la revente de sa pièce. Et à partir de là, on va partager des marges entre lui et nos clients investisseurs. Et sur les clients investisseurs, on va appliquer des frais de 20% sur leurs bénéfices
qui est notre rémunération, c'est le carried interest. D'accord? Donc, Ce qui est assez le classique. carried interest, c'est Voilà. toujours 20% à peu près Voilà, dans tous les, ouais, voilà, ouais. dans tous les C'est fonds. très classique. C'est très classique. S'il y a de la Main- performance, c'est 20%. Si jamais vous Si, vendez moins cher, si vous vendez que 80, vous prenez pas de carry, non, fort il y a- heureusement. non. Ok. C'est vraiment sur le spread, c'est sur le bénéfice du client. Maintenant, sur les transactions qui ont été les nôtres l'année passée, sur les œuvres qui ont été achetées, on en a revendu. Et puis, il faut comprendre que enfin, je veux dire, nos œuvres acquises, tout s'est accéléré à partir de novembre 2023. Donc, avant, il n'y a pas d'œuvres en stock. Et puis, à partir de novembre 2023, tout accélère. Donc là, on est en je veux dire, donc il y a l'année 2024, ça fait un peu plus d'un an. En un an, on a revendu plus de 10 œuvres et on a opéré des rentabilités. Je sais pas, il faudrait regarder, mais le TRI, il est entre 15 et 20, un truc comme ça. J'avais vu quelque part un 17,9%. Ouais, c'est ça, ouais. ça, 18 points. Ouais. 18 points. Alors ça, Ton c'est la TRI rentabilité. Ouais. Interne net de frais. Ouais. Alors la question c'est, quand le marchand, il revend à combien Ça a coûté 110, parce que moi ça m'a coûté 110, c'est pas 100. Le marchand, il revend combien? Il revend 130? Non, avec 17% de TRI, notre client, il va revendre 130 et le galeriste, il va vendre peut-être 145, 150. Ok, donc il faut bien l'acheter quand même. Et c'est le galeriste qui... Mais encore une fois, nous, on spécule pas on n'a pas de boule de cristal, on spécule pas sur l'augmentation future du prix des œuvres. Évidemment que on a des éléments objectifs de la formation de la valeur qui nous laissent penser que le marché de Picasso est un marché qui est stable, qui est en croissance, etc. etc. Mais ça reste un bien qui est meuble et un bien qui est meuble, tangible et illiquide. Mais qui évolue sur un échiquier international où il y a eu 50 000 œuvres qui ont été produites, etc., etc. Donc, il y a du volume, il y a de la valeur, il y a des échanges. Quand on fait des études économétriques et qu'on regarde le prix et l'évolution du prix des œuvres depuis 120 ans, oui, effectivement, on est capable d'en déduire que demain, ça ne va pas s'écraser. Donc, à partir de là, on a une idée quand même de ce que ça vaut. Est-ce que pour autant, on pense que demain, ça va évoluer à la hausse? On peut le penser, mais on ne l'anticipe pas dans notre prix d'acquisition. Notre prix d'acquisition, le fait qu'on achète bien, c'est la rentabilité de nos clients. Et c'est pour ça que les transactions s'opèrent vite. Pardon, vas-y. Ouais. Non, mais on a eu beaucoup de transactions. La durée de détention. On aime dire entre 1 an et 3 ans. La réalité, c'est qu'il y a des deals qui en feront 4 et que la majorité feront entre 6 mois et 2 ans. Ok. Ouais, bien sûr. Et pendant ces 6 mois, 2 ans, ils sont dispo dans la galerie. Oui. D'accord. Et bien sûr. Les œuvres sont achetées où et elles sont dans des galeries où? Elles sont achetées dans le monde entier. Et elles sont revendues dans les principales galeries du monde, les plus grandes galeries du monde, celles qui font effectivement Art Basel, celles qui font des foires, celles qui font des grandes expositions, celles qui représentent des artistes qui font des grandes expositions monographiques dans les musées, etc., etc. Pour des raisons évidentes. Tu bosses avec des galeries à Miami, à Los Angeles, à New York, à Shanghai, à Pékin, oui. Je sais pas où. Oui. Ok. On est une équipe de 25 et on fait que ça toute la journée. Ok. Et elles sont achetées. Il n'y a pas de faux frais là-dedans. Je veux dire, je te vois froncer le sourcil, mais j'en sais rien. Tu vois, quand c'est acheté où, à qui? Il n'y a pas des intermédiaires. Alors, les faux. Je comprends très bien ta question, pardon. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est sur des trucs à 10 millions ou 5 millions, qu'il y ait quand même à gauche, à droite, un petit intermédiaire qui se fout de 50 000 balles là-dessus, sachant que c'est un peu opaque et que c'est pas mon argent. On est à peu près convaincus. Et ça, c'est très important. On est convaincu, François Carbone, mon associé et moi-même, qu'un marché transparent, un marché régulé, est un marché en croissance. Le marché fonctionne effectivement de manière non régulée et opaque. Si on est allé chercher cet agrément AMF, qui nous permet de travailler en France, mais qu'on peut passeporter dans tous les pays européens, on ouvre un bureau à Genève, on est en train d'ouvrir un bureau à Milan, on espère ouvrir d'autres bureaux à la fin de l'année dans d'autres pays européens. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a une transparence des frais, c'est public, c'est des sociétés. On a l'AMF au-dessus de notre tête avec qui on travaille et qui protège l'investissement des particuliers et on est absolument ravis. On pense que c'est une très bonne chose. Donc non, il n'y a pas de faux frais parce que justement, et surtout, c'est très fluide. Et en fait, c'est ça qui manque. En
En fait, pourquoi tu n'as pas investi dans ce marché? Parce qu'effectivement, voilà, tu nous parles des faux frais, tu nous parles d'authenticité, tu nous parles de tout ça, et tu ne sais pas faire. Nous, on t'apporte le plus de sécurité possible, avec un potentiel de gain qui va être le plus important possible. On va essayer de chercher des actifs qui sont les plus sécurisants pour toi et qui évoluent sur le marché le plus international possible. Et tout ça à partir de que 20 000 euros. Alors c'est beaucoup, 20 000 euros, mais avant, ce n'était pas possible du tout. Les notes que j'avais, c'est donc 17,9% de TRI, 10% de frais d'entrée, donc 20% de caride. Et je voyais, il reste en moyenne 7,9%. Et les 18 points de gain, c'est net de frais, net de caride. D'accord. Pourquoi alors il reste en moyenne net 7,9% de frais de net? Non, ça c'est ça. C'est 17, il manque le 17, le 1. Non, 1. c'est... Donc, ok. Et le 17,9, c'est pas par de TRI, c'est total, c'est pas par an. Donc c'est sur, sur une détention de 3 ans. Donc en fonction. Oui, mais là, c'est sur des pièces qu'on a revendues qui sont faites dans des délais qui sont rapides. Si on applique un TRI, si on applique 18 mois sur 17%, ou si on applique 8 mois sur une renta à 17 points, tu arrives avec des TRI à plus de 20 points. Mais j'ai même pas envie de te parler de plus de 20 points de TRI. On ferait peur à nos investisseurs et à tes auditeurs. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est de dire on va diversifier, on va vous aider à vous diversifier sur des actifs qui sont internationaux, sur des actifs auxquels vous n'aviez pas accès avant, sur des actifs qui font rarement faillite quand même, qui sont sécurisants pour tout le monde, et on a l'expertise, on a les réseaux, vous avez les moyens financiers, et ensemble on pense qu'on peut révolutionner le marché de l'art. Je vois, j'ai des détails que j'ai récupérés grâce à Maury, avec qui on travaille, Maury Tonquédec, qu'on embrasse. Qu'on adore. Qu'on adore, le nouveau patron de la Martingale. 8 sessions depuis la création de Matisse, ça c'était pas forcément... Et 10 depuis que j'ai eu ces chiffres, ouais. Pierre Soulages, 13,61% de performance, 7 mois et 17 jours. Joseph Albers, 9,25% de performance, 6 mois et 14 jours. Andy Warhol, 12,24, 7 mois. Niki de Saint-Phal, 44,90 en 3 mois et 21 jours. Ils sont contents, ceux qui ont investi. Non, mais tu imagines le TRI qu'on t'apporte quand tu fais 44%. Ouais. Net investisseur, 3 mois et 21 jours. Tout ça, c'est net investisseur. Joseph Albers, 12,5. Andy Warhol, 11,95, donc 12%. On est sur 5 et 6 mois. Anselm Kiefer, 8,21. Et François-Xavier Lalanne. Combien de temps le Kiefer ? Kiefer, 37 jours, pas mal. François-Xavier Lalanne, 31,15 en 9 mois. Donc après, il y a tous ceux qui sont encore détenus et dont on ne parle pas. Là, évidemment, je mets les wins. Faut faire attention toujours à ça. Je rappelle à tout le monde que investir comporte des risques et qu'on peut perdre ou gagner. C'est important à chaque fois, même si on est régulé par l'AMF, même si on est avec des experts. C'est très important. On va sur matis.club. matis.club. Il n'y a pas d'adhésion? Non, il n'y a pas de frais d'adhésion. Okay. Il faut simplement montrer patte blanche. Vous avez un rendez-vous avec un sales chez nous. Très sympathique. Il vous donnera accès à la plateforme ou pas, en fonction de vos connaissances financières, etc. etc. On a une responsabilité. Une newsletter quand même ou pour les... Oui, on envoie toujours des newsletters, mais pour avoir accès au deal, il faut avoir été qualifié par l'équipe sales. Mais c'est pas un problème. Et puis vous avez accès à l'intégralité des deals qui sont présentés. L'idée étant d'avoir toujours, une œuvre sur l'étagère. C'est aussi ça, c'est aussi l'idée de dire que cette année, on devrait faire à peu près 100 millions d'acquisitions. C'est l'objectif qui est le nôtre. Donc, vous avez 2 millions par mois d'œuvres qui arrivent. Donc, ça va être un mois, ou ça va être par semaine, qui arrive. Donc, ça va être un deal à 4 millions en 2 semaines, mais ça peut être 2 deals à 1 million dans la semaine. Si on vient de la part de la Martingale, qu'est-ce qu'on a? Une bouteille de champagne, un hug, un grand sourire des pourcentages en moins. Alors, si vous venez de la part de la Martingale, on sera très heureux de vous accueillir. Et puis, surtout, on parlait de régulation et de transparence. L'AMF nous oblige à traiter tous les investisseurs. Et nous, les premiers. C'est-à-dire qu'on est obligé, on peut investir dans nos club deals.
et on est obligé de le faire avec les mêmes frais de tout le monde. D'accord. Donc il y a une égalité des porteurs, une égalité des investisseurs qui est apportée. On vous sera invité au prochain cocktail de Mathis. Vous en faites? Oui, c'est pour ça qu'on s'appelle Point Club, c'est qu'on a à cœur de connaître nos clients, on a à cœur que nos clients nous connaissent. Et puis s'ils viennent pour des raisons financières au début, ils ne restent pas toujours que pour ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas moins performant, mais lorsqu'on va prêter une œuvre importante dans un grand musée, qu'on fait une exposition, enfin qu'on fait un dîner dans le musée avec les différents copropriétaires de l'œuvre, avec le tableau en face, c'est toujours sympa. Vous aurez une coupe de Dompé grâce à moi Oh là là. dans ce dîner. Allez, vous dites bien que vous venez de ma part, en tout cas. Et voilà, on peut suivre Arnaud Dubois sur LinkedIn, sur Insta, Mathis sur LinkedIn, peut-être sur Insta. Oui, surtout, bien sûr, j'imagine. sur Insta et LinkedIn, Voilà, bien sûr. allez-y. Tu as une martingale à toi, Arnaud, un petit péché mignon d'investissement en dehors de l'art ou dans l'art, un artiste spécifique ou les deux? Écoute, moi j'ai un goût, je t'en ai déjà parlé, mais j'ai un goût très prononcé pour les artistes des années 80. Je pense que c'est des artistes qui sont pas encore suffisamment regardés. On connaît évidemment Haring, on connaît Basquiat, on connaît Jeff Koons, mais il y a quand même un sacré paquet d'artistes autour de cette période-là qui sont importants, qui ont façonné des images qui sont assez mythiques et qui valent pas toujours très cher. Je pense à Alan McCollum par exemple. T'en as acheté? C'est ma martingale à moi. Alan McCollum. Alan McCollum. Ok, je regarderai. La dernière fois, j'avais suivi Peter Halley. À chaque fois, j'en suis un nouveau. Et puis Christopher Wool, artiste fantastique. Voilà, des artistes comme ça. Ok, on mettra les liens, tu nous les donneras. Avec grand plaisir. Vers des endroits super. Eh ben, écoute, Arnaud Dubois, Mathis, merci. C'était cool de t'avoir une seconde beaucoup. fois. Bravo. On embrasse François Carbone aussi, Anaxago, une super boîte. Qui a eu des hauts débats récemment. C'est plus difficile, l'immobilier fractionné. C'est le cofondateur d'Anaxago, mais si on travaille ensemble, c'est à temps plein. Il a quitté Anaxago pour s'engager intégralement chez Mathis et on a fondé Mathis ensemble. Bravo, en tout cas, on est très fans. Allez, à la prochaine, dans 5 ans alors. J'espère à vous. Et on verra un peu comment ont évolué tous ces artistes, tout ce marché de l'art. Et puis Mathis, je vous souhaite plein de belles choses. Bravo pour tout ça. Merci beaucoup Mathieu. Merci Stéphanie. à vous tous. Suivez-moi aussi, tiens, sur Insta, sur LinkedIn, vous pouvez y aller. Matin Touch sur LinkedIn et puis sur Insta l'inverse. Et puis voilà, on essaie de répondre un peu à droite à gauche, mais on a du mal. Mais voilà, on lit tous les messages. Proposez-nous aussi des intervenants ou surtout plutôt des idées que vous aimeriez creuser. On en reçoit pas mal, ça nous inspire. Et puis suivez Amaury de Tonquétec aussi, notre nouveau boss de la martingale. On l'adore. Voilà. Allez, bisous. Salut, à la À semaine bientôt, prochaine. merci.